Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Le début de la trêve hivernale jusqu'au 16 mars. Les expulsions de locataires sont gelées. Ils sont des dizaines de milliers à avoir du mal à s'acquitter de leur loyer. Le collectif Jeudi Noir a investi symboliquement un hôtel particulier de la place des Vosges à Paris. Peut-être une nouvelle polémique au sein de la majorité. 24 sénateurs emmenés par Jean-Pierre Raffarin s'opposent à la suppression de la taxe professionnelle. Leur révolte pourrait bloquer l'adoption du budget 2010. Pendant 8 ans, il fut l'homme le plus puissant du monde. Que devient George Bush, rentier et conférencier de luxe en attendant la publication de ses mémoires? Jusqu'où André Agassi va-t-il écorner le mythe? S'il avoue dans son autobiographie avoir pris de la drogue pendant sa carrière, on découvre aussi que le champion a porté une perruque pendant les tournois. C'est la dernière petite folie d'Alain Resnais, Les Herbes Folles, une flânerie douce et onirique. Le cinéaste y met en scène son couple fétiche. Sabine Azéma et André Dussolier sont les invités de votre journal. Bonsoir, à tout à l'heure. Hôtel particulier vacant avec vue imprenable sur la place des Vosges. Les militants de l'association Jeudi Noir ont investi le lieu de naissance de la marquise de Sévigné. Geste symbolique en ce premier jour de trêve hivernale des expulsions locatives. Reportage Sophie Mézel, Marie Cros. Sac de couchage sous le bras, des petits nouveaux viennent rejoindre ceux qui ont passé la nuit sur place. 1100 mètres carrés et une cour monumentale, inhabitée depuis 1963. Nous sommes dans l'un des lieux les plus époustouflants et les plus chers de Paris, place des Vosges. Donc voilà en fait l'escalier d'honneur du bâtiment. Une estimation en 2004 donnait l'hôtel particulier à 9 millions d'euros. Il en vaut aujourd'hui probablement le double. C'est la pièce la plus luxueuse. Il n'est absolument pas entretenu. Il est depuis plusieurs années laissé à l'abandon et on voit les pigeons se sont installés donc sur les parquets, sous les poutres peintes. Quelle énigme que ce bâtiment du début du XVIIe siècle, classé monument historique, qui appartient à un particulier, une dame de 87 ans. Des travaux entrepris puis stoppés, d'autres travaux des années plus tard, et toujours personne pour l'habiter. C'est une douche qui n'a jamais servi et qui attend depuis plusieurs années désespérément un homme, un être humain. Jeudi Noir est un collectif d'étudiants et de jeunes précaires qui se battent contre les mauvaises conditions de logement. Pour eux, squatter ce lieu, c'est l'occasion de demander à ce que la loi de réquisition soit appliquée. Évidemment, on ne réglera pas le problème uniquement en réquisitionnant ou autre. Il faut construire aussi. Mais je dirais, comme mesure d'urgence, ouvrir des bâtiments qui sont déjà vides, qui sont déjà habitables, forcément ça prend moins de temps que de construire un bâtiment neuf. Il existe à Paris 130 000 logements vides. Et plusieurs dizaines de milliers de ménages ont du mal à s'acquitter chaque mois de leur loyer. À cela s'ajoute la pénurie de logements due à la crise. La trêve hivernale, qui débute donc aujourd'hui, prévoit une pause dans les expulsions locatives jusqu'au 16 mars. Les associations rappellent que malgré cela, il y a eu plus de 11 000 expulsions en 2008. Sarah Bernuchon, Mathieu Nivenglowski avec nos correspondants à Lille. C'est un sursis avec l'arrivée des grands froids. Depuis aujourd'hui, les ménages ayant des difficultés à payer leur loyer ne peuvent plus être expulsés. En France, ils sont 1 800 000, dont 500 000 en situation d'impayés, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Jusqu'à présent, c'était réservé à des gens très modestes, défavorisés, qui le moindre incident ne permettait plus de payer le loyer. Là, avec la crise, ça a touché aussi les classes moyennes. Les 600 000 chômeurs qu'il y a depuis août 2008, bien sûr, une partie d'entre eux ne peuvent pas payer leur loyer et se retrouvent menacés d'expulsion. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se retrouver à la porte de chez eux. L'année dernière, il y a eu près de 11 300 expulsions, un chiffre qui a bondi de 150% en 10 ans. Autre inquiétude, le DALO, le droit sur le logement opposable qui ne serait toujours pas respecté. Car depuis 2007, l'État doit trouver un hébergement aux personnes qui en font la demande. Il y a eu cette année 100 000 dossiers DALO qui ont été déposés au niveau des DDE, au niveau français. Et il n'y a eu que 8 000 relogements. Donc ce n'est pas suffisant, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait avant toute chose, c'est une politique de construction massive de logements sociaux. Les ménages en difficulté ont jusqu'au 16 mars prochain pour trouver une solution. Au-delà, ils risquent de nouveau l'expulsion.
Une fronde des sénateurs. L'UMP n'avait pas besoin de cela. Emmené par Jean-Pierre Raffarin, 23 sénateurs annoncent leur refus de voter en l'état la suppression de la taxe professionnelle voulue par Nicolas Sarkozy. Une réforme qui devrait se traduire dès 2010 par un allègement de 8 milliards d'euros pour les entreprises et modifier le financement des collectivités territoriales. Valérie Astruc, Julien Pelletier, Mathieu Régnier. C'était la mairie de Jean-Pierre Raffarin. Seulement 4000 habitants et 8 millions d'euros de taxes professionnelles grâce au Futuroscope. Or, dès 2010, cette taxe devrait disparaître. 6 milliards d'euros d'allègement pour les entreprises françaises. Mais pour les collectivités locales, c'est l'inquiétude. Jean-Pierre Raffarin mène la fronde. L'actuelle proposition n'est ni claire, ni juste, ni conforme à nos convictions d'élus enracinés. Et il menace même de ne pas voter le texte en l'état. Donc on va tout d'abord nous faire voter une réforme qui va changer, toucher et affecter les recettes des collectivités locales. Et dans un second temps, on va nous demander de modifier également les compétences assumées par chacune d'elles. Ça nous paraît mettre un peu la charrue avant les bœufs. Avec 23 sénateurs UMP, Jean-Pierre Raffarin réclame le report de la réforme. Une réforme que Nicolas Sarkozy veut boucler d'ici à la fin de l'année pour soulager les entreprises. Pas question donc de changer de calendrier, mais sur le reste, le dialogue est ouvert. Qu'il y ait une demande de précision supplémentaire pour les collectivités au Sénat. Mais attendez, le débat est tout à fait souhaitable au Sénat. Une chose est certaine, c'est que c'est dans ce budget-là qu'on doit justement tourner complètement la page de la taxe professionnelle. Avant Jean-Pierre Raffarin, d'autres anciens premiers ministres de droite ont manifesté leur mauvaise humeur sur le sujet. Alain Juppé d'abord, puis Édouard Balladur. Si les 24 sénateurs mettent leurs menaces à exécution, c'est la mesure phare du budget 2010 qui pourrait être retoquée au Sénat. De gauche comme de droite, non seulement les Français ne sont pas choqués par l'ouverture d'un débat sur l'identité nationale, mais 60% d'entre eux pensent que c'est une bonne chose. Résultat d'un sondage CSA publié aujourd'hui dans Le Parisien. Qu'à cela ne tienne, il s'ouvre demain sur un site internet spécialement dédié où chacun pourra faire part de son opinion. Martin Gouès, Mathieu Régnier. À nos enfants de la patrie. Allons enfants de la patrie. Qu'un sang impur inonde nos sillons. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Apparemment plus facile en groupe que seul. La Marseillaise, une des références de l'identité française. Le ministre Éric Besson veut qu'elle soit chantée au moins une fois par an dans les écoles. Pas assez, selon certains. Je m'étonne d'ailleurs que l'actuel ministre qui lance ce débat annonce que l'on ne chanterait la Marseillaise qu'une seule fois par an. Pourquoi pas une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans? Non, ça fait partie de notre culture nationale, c'est notre histoire. L'hymne national n'est pourtant pas dans le trio de tête des symboles. Selon un sondage, l'identité française, ce serait d'abord la langue, la République et enfin le drapeau. Selon la même enquête, le débat qui va s'ouvrir demain serait approuvé par 6 Français sur 10. Les discussions vont durer jusqu'à la fin du mois de février, alimentées par Internet, des débats dans les préfectures et des colloques. Le centre du sujet, les valeurs partagées dans le pays. Dire ce que sont nos valeurs, notre passé et notre présent commun, mais surtout notre avenir commun, c'est un débat qui ne devrait pas être partisan. C'est un débat qui devrait réunir sans difficulté tous les républicains. Nous n'avons pas de problème avec l'identité de la France parce que pour nous, la France, c'est la République. Et aujourd'hui, nous disons, la droite a un problème avec la République, elle a un problème avec les valeurs de la République. Et hélas, elle exploite ces problèmes-là aujourd'hui pour essayer de se refaire un peu de beurre électoral. Selon un autre sondage, plus de 6 Français sur 10 voient dans ce débat une volonté de mobiliser les électeurs de droite. Le second tour de la présidentielle afghane aura bien lieu samedi prochain, comme prévu, et ce, malgré le retrait du candidat d'opposition. Abdullah Abdullah renonce à se présenter. Il estime que ses exigences en faveur d'un scrutin équitable ne sont pas satisfaites. Hamid Karzai, le président sortant, n'aura donc pas d'adversaire. Jérôme Bonny avec Nicolas Bertrand et Florence Lozac à Kaboul. Les mots ont du mal à sortir de la bouche d'un Abdullah Abdullah, les larmes aux yeux. Il lui faut le secours d'un verre d'eau pour annoncer sa décision. Au vu des malversations de la commission électorale, je renonce à participer samedi prochain au 2e tour de l'élection présidentielle afghane. Ses partisans vont ranger leur petit drapeau bleu. Coup dur pour le processus électoral afghan. Fin août, le premier tour est entaché de fraudes massives qui rendent nécessaire un 2e tour. Un camouflet pour le vainqueur autoproclamé, le président sortant, Hamid Karzai. Aujourd'hui, ses partisans s'impatientent.
Qu'Abdullah participe ou qu'il ne participe pas, nous avons déjà choisi notre président au premier tour. C'est Karzai. Karzai a gagné. Abdullah, dénonçant les fraudes, exigeait le renvoi du président de la commission électorale, ici à droite. N'ayant pas obtenu gain de cause, il se retire pour ne pas cautionner le scrutin. Dr Abdullah sait très bien que la légitimité du président Karzai dépend de lui et c'est pour ça qu'il veut mettre plus de pression au président Karzai, mais il n'a pas fermé les portes des négociations. Abdullah n'a d'ailleurs pas appelé au boycott du deuxième tour, toujours prévu pour samedi prochain. Mais ces atermoiements du processus électoral profitent aux talibans qui multiplient les opérations militaires et annoncent leur intention de perturber le scrutin. Et puis on apprend ce soir qu'un soldat français a été grièvement blessé en Afghanistan par l'explosion d'une bombe artisanale près de Kaboul. Il devrait être rapatrié dans la nuit à Paris. Berlin, 20 ans suite de notre série à quelques jours des cérémonies de commémoration de la chute du mur. Entre 1961, date de la fermeture totale de tous les points de passage entre l'Est et l'Ouest, et 1989, les plans les plus fous et les plus dangereux furent imaginés pour franchir la frontière de la liberté, comme cette famille entière passée à l'Ouest en 79 ou cette femme en 81 qu'ont rencontré nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Arnaud Boutet et Robert Schramm. Tout a commencé ici, au milieu du champ. On a garé notre voiture ici. Non, là-bas. C'était la nuit. Le ballon a été étendu sur l'herbe. On a rassemblé les bonbonnes de gaz. Ça nous a pris 1 heure. Un projet complètement fou. Passer à l'ouest en montgolfière. Tellement fou que 2 mois plus tôt, ils avaient échoué. Le ballon était tombé avant d'atteindre la frontière. Mais cette fois, ils vont réussir, ces images en témoignent, c'était il y a 30 ans. 28 minutes. On est monté très vite en hauteur. D'en haut, on a vu la frontière. C'était un carré, comme ça, qui était éclairé en permanence. Mécanicien dans l'aviation, Peter avait conçu et fabriqué avec sa femme la montgolfière. Ils ont réveillé le charcutier qui a apporté un énorme plat de charcuterie, du pain et encore bien d'autres choses. Parce qu'ils pensaient que l'on n'avait rien mangé depuis longtemps. Dès le lendemain, le village est envahi de journalistes. Les images du couple avec ses 2 enfants sont diffusées dans le monde entier. Ça a été le chaos pendant 2 jours. Après, on a pensé que ça allait se calmer, qu'on aurait la paix, qu'après avoir écrit sur nous, ce serait fini. En fait, pas du tout. Leur histoire sera même contée dans un film tourné à Hollywood. Et la montgolfière est aujourd'hui exposée à Berlin au musée de Checkpoint Charlie. Une évasion spectaculaire et réussie. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Marita Ulbricht nous parle de ce jour de 1981 où elle a été arrêtée. Elle se trouvait dans le coffre de la voiture d'un diplomate birman. Tout avait été minutieusement préparé. Le véhicule ne devait pas être fouillé au passage de Checkpoint Charlie. Ça s'est fini à près de 150 mètres d'ici. Au premier contrôle, les policiers ont ouvert le coffre, puis l'ont refermé. Ils sont partis. Un quart d'heure plus tard, ils ont rouvert le coffre. Là, il y avait un photographe. Toute une mise en scène pour la photo. Dans le coffre avec elle se trouvait cet homme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'a jamais revu. Moi, je crois que l'on a été vendu. Parce que celui qui était dans le coffre avec moi, il a été libéré 6 semaines après. Marita, elle, a fait plus d'1 an et demi de prison avant d'être expulsée vers l'ouest contre une somme de 50 000 €. L'imprudence des spéléologues mis en accusation. Le service d'incendie et de secours de la Drôme porte plainte contre 2 spéléologues partis explorer des souterrains du Vercors. L'un d'eux est resté 4 jours coincé dans une galerie. Sa remontée à la surface a mobilisé plusieurs dizaines de sauveteurs et a engagé des frais considérables dont les pompiers réclament maintenant le remboursement. Lubna Anaki avec notre bureau de Lyon. Un spéléologue secouru après avoir passé 4 jours à plus de 250 mètres de profondeur, c'était la semaine dernière. Une opération réussie. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les pompiers de la Drôme ne l'entendent pas de cette oreille. Car l'opération a mobilisé 70 personnes. Elle a coûté entre 30 et 40 000 € et les pompiers estiment que le spéléologue a été imprudent
et que ces dépenses auraient pu être évitées. Aujourd'hui, ils portent donc plainte et réclament un remboursement. C'est peut-être un débat plus national qui devrait être ouvert, notamment sur la problématique de la gratuité des secours. Non pas qu'elle doit être remise en cause, mais par rapport au fait de certains individus, certaines personnes, eh bien qu'il y ait un débat sur cette problématique pour que nous puissions notamment mieux intervenir et intervenir sur des gens qui sont bien responsables. Les spéléologues, eux, se défendent de toute négligence. Ils expliquent avoir été surpris par la météo et ne comprennent pas la requête des pompiers. Toute opération de secours a toujours un coût, mais on ne demande pas à d'autres sportifs ou des accidentés de la route ou des personnes qui ont eu un incendie chez eux de rembourser les secours quand ils interviennent. Donc voilà, il y a quelque chose là qui paraît complètement illogique. Le spéléologue secouru devra en tout cas s'expliquer, tout comme un de ses collègues visé par une plainte pour non-assistance à personne en danger. Les pompiers lui reprochent d'avoir tardé à donner l'alerte. Qui sont les activistes de la cause animale? Ils sont 200 en France, mènent une cinquantaine d'actions par an et sont considérés aux États-Unis comme une menace terroriste. Le Front de libération des animaux milite contre la fourrure et les expérimentations en laboratoire. Récemment, ces éco-terroristes ont revendiqué la libération de 4200 visons d'élevage en Dordogne. C'est l'enquête de ce dimanche soir. Elle est signée Lionel Feuerstein avec notre bureau à Bordeaux. Ils se faufilent dans les élevages la nuit, armés de pinces coupantes et cagoulés. En quelques minutes, ces activistes de la cause animale libèrent des dizaines de visons. Ils sont élevés pour leur peau, 3 000 € le manteau. Il y a 15 jours en Dordogne, même scénario. 4 000 visons ont été dispersés dans la nature. Les éleveurs n'en reviennent toujours pas. On n'avait pas mis d'alarme ni rien, on ne s'y attendait pas. C'était pas arrivé en France encore. Dans la même semaine, les activistes ont frappé aux États-Unis, mais aussi au Danemark. Ici, 5000 visons ont été libérés de leur cage avant d'être rattrapés dans la journée. Toutes ces actions coordonnées ont été revendiquées par l'ALF, le Front de libération des animaux. C'est un sigle dont peuvent se revendiquer tous les gens qui vont pratiquer une action de type illégal, action directe, normalement non violente, en faveur des animaux. Depuis 1967, date de sa création, le mouvement n'a cessé de se radicaliser. Ses cibles sont souvent les mêmes, des laboratoires de l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui utilisent les animaux. Et parfois cela dérape. Incendies, agressions et même tentatives d'assassinat contre des scientifiques britanniques. Le FBI le considère comme un groupe terroriste. Pourtant, selon l'un des fondateurs de l'ALF, ces actions violentes sont justifiées. Pour moi, nous sommes comme les anti-nazis qui ont tenté d'assassiner Hitler et eux, ce sont les nazis. C'est pareil. En France, l'ALF compte 200 sympathisants, dont de nombreux étudiants, avec un noyau dur d'une dizaine de membres. Leurs actions, limitées pour le moment, sont étroitement surveillées par les autorités. Il est 20h16 à suivre dans votre journal. Mais qu'est devenu George Bush? Retiré dans un immense ranch à Dallas, l'ancien président prépare ses mémoires et gagne de l'argent, vous verrez. Après la drogue, la perruque, André Agassi avoue dans son autobiographie en avoir porté une, que d'ailleurs personne n'a oublié. Sabine Amzema et André Dussolier sont les herbes folles d'Alain Resnais. Le film sort mercredi. Ils sont nos invités ce soir. Mais d'abord à la rubrique que sont-ils devenus? Un an après l'élection de Barack Obama, George Bush a complètement disparu de la vie politique. À 63 ans, l'ancien chef d'État s'est retiré dans son immense ranch de Dallas, où il travaille à ses mémoires et à la préparation de conférences qu'il vend à prix d'or à travers tout le pays. Reportage de nos correspondants Maryse Burbeau et Laurent Desbois. C'est une sorte de congrès du bien-être et de l'optimisme à Dallas. Une kermesse payante, mais interdite aux caméras. Ces images ont donc été filmées sans autorisation. Et voilà ce qu'il ne fallait surtout pas enregistrer, le one-man show de George Bush, ex-président des États-Unis. C'était incroyable de voir nos amis de passage à la Maison Blanche. On devinait qu'ils se disaient « J'en reviens pas d'être là ». Et ensuite, ils me regardaient.
Et il se disait, c'est pas croyable que ce gars-là soit à cette place. Il fut l'homme le plus puissant de la planète. Il se fait désormais payer pour passer du registre du rire à celui de l'émotion et de la religion. Vous ne pouvez pas être président sans l'aide du Tout-Puissant. Je n'aurais peut-être pas dit ça à 21 ans. Mais à 63 ans, je peux vous dire que ce qui m'a le plus surpris en tant que président, c'est le fait que les prières des gens ont eu une réelle influence sur moi. À la sortie, pas l'ombre d'une critique. George Bush prend bien soin de s'exprimer devant un public conquis d'avance. C'est le meilleur président que l'on ait jamais eu. Il a fait face après le 11 septembre et a protégé notre pays comme il n'avait jamais été protégé avant. George Bush vit donc désormais avec son épouse Laura, loin de Washington. Le couple s'est offert cette villa de 800 mètres carrés à Dallas et cultive la plus grande discrétion. George Bush a totalement disparu de la vie publique. Il est retourné au Texas. Il y mène une vie paisible et gagne beaucoup d'argent en tant que conférencier. Un speaker de luxe qui ne peut pas toujours éviter les manifestants. Arrêtez Bush maintenant. Voilà ce que l'ex-président a récemment entendu lors d'une conférence au Canada. Difficile en fait d'échapper totalement à son destin, celui d'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire des États-Unis. Je pense qu'un jour le monde se souviendra de qui il était vraiment. Les gens le découvriront dans ses mémoires. C'est une personne qui s'est battue pour la liberté. Comme tous les présidents américains, comme son père, Bush Jr. écrit ses mémoires. Ce livre sera évidemment un best-seller aux États-Unis. La perspective aussi d'un joli paquet de dollars. 40e édition du marathon de New York. Chez les hommes, c'est un Américain qui a remporté la course pour la première fois depuis 1982. Chez les femmes, une Française, Christelle Donnet, a pris la 3e place. Le short cycliste, le bandana dans une chevelure longue et bicolore. Tout le monde se souvient du look qu'André Agassi arborait sur les cours de tennis dans les années 90. Mais aujourd'hui, nouvelle révélation issue de son autobiographie, à paraître le 9 novembre. Après la drogue, la perruque à Rontanzit, Arnaud Jacques. Un mythe capillaire s'effondre. André Agassi, ses tenues bariolées, son bandeau sur la tête et sa belle crinière blonde, baliverne. Ses cheveux, un postiche, une moumoute. En 1990, à Roland-Garros, lors de sa finale perdue face à Gomez, pour cacher une calvitie précoce, le kid de Las Vegas portait une perruque. Lors de l'échauffement, je priais non pas pour la victoire, mais pour que la perruque tienne. Une histoire à vous dresser les cheveux sur la tête. Jean-Paul Lotte, le commentateur de l'époque, s'interroge sur les racines du problème. Première grande accélération d'Agassi. Il avait 20 ans à l'époque. Porter une perruque pour jouer au tennis pendant 3 ou 4 heures et pendant des années, parce que ça n'a pas duré qu'une année cette histoire, ça me paraît tout de même invraisemblable, quoi. Est-ce que pour avoir une image imposée par éventuellement des fabricants, on doit supporter tout ça? Un contrat de 140 millions de dollars signé avec un célèbre équipementier. Changer de look, c'est prendre le risque de perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'admiratrices également. En 1994, c'est sa première femme, l'actrice Brooke Shields, qui le convainc de se raser le crâne. Dans sa biographie à paraître, après avoir avoué s'être drogué, Agassi dévoile donc un autre secret. Jusqu'où ira-t-il? En attendant, face à ces révélations en cascade, les fans de l'Américain ont de quoi s'arracher les cheveux. Oui, il fallait y penser. La 25e édition du Salon du nautisme d'occasion se tient en ce moment dans le Morbihan. Le marché du neuf est en crise et les passionnés traquent les bonnes affaires. Reportage dans le port du Croesti, Romuald Bonan, Michel Hiver. De toute taille, à voile ou à moteur, en plastique ou en bois, plus de 1000 bateaux qui attendent le client. Mais sur les pontons du plus grand salon européen du nautisme d'occasion, certains ont des rêves à revendre, d'autres un budget à dépenser. Quel budget? Pas plus de 100 000 €. J'ai pas le budget pour le moment, non. Non, mais bon, ça fait partie de... Faut avoir des rêves dans la vie, c'est ça. Dans le secteur, la tempête économique n'a épargné personne. Les prix du neuf ont chuté de 10 à 15% selon les marques. Un effondrement qui, par ricochet, oblige les vendeurs de bateaux d'occasion à s'adapter
Bon gré, mal gré. Arrête, ça fait 2 ans qu'il est à vendre, je l'ai encore pas vendu. Puis il faut pas que les clients, faut pas qu'ils viennent trop m'emmerder. Forcément, l'occasion, c'est pas facile de baisser les prix, hein, surtout quand c'est notre bateau, on fait des frais dessus sans arrêt. Conséquence inattendue, les transactions en occasion sortent la tête de l'eau, plus 2,8%. Alors que dans le neuf, les ventes ont sombré de 18%, surtout pour les bateaux à moteur gourmands en carburant, un marché très favorable aux acheteurs qui prennent du coup tous les risques. Nous sommes tombés sur un bateau il y a environ 1 mois, très intéressant, correspondant à notre programme et avec un budget tout à fait satisfaisant. Donc nous avons acheté le bateau alors que nous n'avons pas vendu celui-là. Dans l'ensemble, on voit quand même que les prix sont plutôt vers le bas pour essayer de pouvoir garder notre marché qui est quand même un petit peu en crise comme tout le monde. Un secteur qui navigue à allure modérée, en cause la mauvaise météo économique, mais aussi le manque de place dans les ports français, parfois jusqu'à 20 ans d'attente. C'est à chaque fois un événement jubilatoire, le nouveau Rennais. Les Herbes Folles sera en salle mercredi. Sabine Azéma et André Dussolier seront avec nous dans un instant. Mais d'abord, Pascal Deschamps et Vincent Bouffartigue nous présentent cette délicieuse flânerie fantasmagorique. Les êtres humains sont parfois comme ces herbes folles qui poussent là où on ne les attend pas. C'est le cas de Georges et Marguerite, les 2 héros du film, qui vont se lancer dans une drôle d'aventure en choisissant, à la manière des enfants, de ne pas être raisonnables. Tout commence par un portefeuille. Il y a de l'argent dedans? Non. Le portefeuille perdu par Marguerite est ramassé par Georges. Non, sur cette photo-là, je dois avouer, mais sur l'autre... C'est le point de départ d'une fantaisie amoureuse, presque musicale, où chacun va tour à tour se laisser entraîner par ses caprices, ses désirs. Attendez, je ne comprends pas, vous n'êtes pas le monsieur qui a retrouvé mon portefeuille? Si. Bon. Eh bien voilà, je voulais vous remercier. C'est tout? Quoi d'autre? Les Herbes Folles, c'est le film d'un monsieur de 87 ans, dont 70 ans de cinéma, Alain Resnais, récompensé d'un prix exceptionnel du jury lors du dernier festival de Cannes. L'auteur d'Hiroshima mon amour, De nuit et brouillard, de l'affaire Stavisky ou Providence, et qui, il y a 30 ans déjà, disait: à chaque fois que je peux m'éloigner du naturel, disons, ou du quotidien, eh ben, je suis très content. Et qui a continué d'enchanter le grand public avec des films comme On connaît la chanson ou Smoking, No Smoking. Les films, je les laisse pousser et j'ai envie de dire, oui, justement, comme des herbes folles. Tout ce que je cherche, c'est est-ce que, en ce moment, le film que je tourne va produire des émotions et est-ce que ça va suffire pour que le spectateur n'ait pas envie de quitter la salle et soit heureux d'être dans son fauteuil. Vous m'aimez alors? Un public qui se régalera avec ces herbes folles dont on se demande tout du long si les personnages ne sont pas en train de rêver. Il se trouve que je... Que quoi? Des rêves un peu fous, certes, mais totalement réjouissants. Ne regardez pas comme ça, on dirait... Que quoi? Sabine Azéma, André Dussolier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On ne compte plus les films avec Alain Resnais. Au moins 9 pour vous, Sabine Azéma. Une bonne demi-douzaine pour vous, André Dussolier. Vous êtes en famille. Est-ce que c'est quand même nouveau à chaque fois? Heureusement. Heureusement que c'est nouveau. Autrement, on ennuierait le public. Bien sûr, à chaque fois, c'est un personnage différent, un rôle différent. C'est pas nous qui sommes dans le film. C'est une autre personne à montrer, à jouer. Et est-ce qu'avec Alain Resnais, le rapport est différent à chaque fois aussi? Du fait de se connaître, ça crée un grand climat de confiance, bien sûr, mais il faut se surprendre. Et puis, de toute façon, il est tellement éclectique dans ses choix, dans les personnages qu'il nous offre, qu'évidemment, il y a une sorte de rapport nouveau. C'est comme s'il faisait à chaque fois son premier film. Ça reste excitant, alors? C'est toujours excitant et toujours riche, y compris dans la mise en scène qu'il fait à chaque fois, puisque lui-même cherche à se surprendre. Oui, justement. Alors, dans la mise en scène, ce qui, moi, m'a fasciné absolument en voyant le film, et même à chaque fois dans les films de Resnais, à 87 ans, on le disait, Pascal Deschamps, une maîtrise à ce point de l'image, de la photographie, des couleurs, de l'atmosphère, de l'ambiance. Comment il travaille sur le plateau? Je crois d'ailleurs que ça vient de loin. C'est quelqu'un qui tient une caméra, pardon, petit chat, qui tient une caméra depuis, je sais pas, l'âge de 10 ans peut-être. Donc c'est un passionné de cinéma, mais c'est un savant du cinéma. C'est-à-dire que la forme pour lui est très très importante et qu'on ne peut pas toucher les gens sans une forme cinématographique très, très précise et là très personnelle.
Il est très inspiré par d'autres, où justement il oublie tout ce qui se fait ailleurs et son univers est ultra personnel. Il connaît bien le cinéma, certains, mais en même temps il est très indépendant, c'est vrai. Je pense que lui-même se met au pied du mur pour à chaque fois se renouveler et servir le sujet qu'il est en train de filmer. Avec toujours cet objectif, on a entendu sa voix dans le reportage de Pascal Deschamps, tenter de fuir le naturel. Quand on joue dans un film d'Alain Resnais, comment on joue à n'être pas naturel? En fait, on est très sincère à chaque fois qu'on joue les personnages. Lui a une fantaisie et une légèreté qui fait sans doute qu'il y a un regard sur ce que sont ces êtres et sur leur cheminement comme ça dans la vie entre rêve et réalité souvent. Mais nous jouons très investis. Sabine Azéma. C'est-à-dire, moi c'est ce qui me plaît aussi, c'est qu'on n'oublie jamais que c'est du spectacle. Vous voyez, oui. On ne filme pas André Dusselier ou Azéma en train d'évoluer comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte dans la ville. On ne nous vole pas. Non, c'est vrai qu'on dit c'est du spectacle, asseyez-vous dans un fauteuil, on se frotte les mains, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on veut vous surprendre. Donc, on a quand même conscience que, bon, on joue, quoi. On joue, mais pour jouer vraiment bien, il faut être très sincère, comme dit André. Voilà, c'est un mélange. J'ai envie de finir là-dessus, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti moi en voyant le film, donc je pense que c'est bien de finir sur les mots de Sabine Azéma. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. Les Herbes folles, Alain Resnais, en salle, dans toutes les meilleures salles bien entendu, mercredi prochain. Merci beaucoup. Le box-office de la semaine, c'est le classement des films au premier jour de leur sortie, avec en tête This Is It, le documentaire posthume de Michael Jackson, suivi de la dernière poésie de Jean-Pierre Jeunet. Micmac attire l'arigot, qui s'en sort bien pour l'instant, avec Danny Boone en vedette. Vient ensuite Clone, film d'action avec Bruce Willis, et enfin Déception pour Cinéman, le film de Yann Moix dans lequel Franck Dubosc se démultiplie, mais il semble que cela ne suffise pas. Un mot de l'agenda de la semaine. Lundi verra l'attribution du prix Goncourt pour l'année 2009 ainsi que du prix Renaudot. Jeudi, la parution très attendue des Mémoires de Jacques Chirac, dont la promotion se télescope avec son renvoi en correctionnel. Et puis vendredi, début de la campagne de vaccination de la grippe A. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Peut-être une nouvelle polémique au sein de la majorité. 24 sénateurs emmenés par Jean-Pierre Raffarin s'opposent à la suppression de la taxe professionnelle. Leur révolte pourrait bloquer l'adoption du budget 2010, une réforme qui devrait se traduire par un allègement de 8 milliards d'euros pour les entreprises et modifier le financement des collectivités territoriales. C'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo avec Isabelle Martinet. 20h35, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. L'information demain, c'est dès 6h30 sur France 2 Télématin. 13h, Sophie Le Saint. 20h, David Pujadas. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre fidélité. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.